Hello, j'espère que tu as bien terminé l'année, que tu en as profité pour bien manger, surtout beaucoup de chocolat parce qu'on adore ça, notamment les Raffaello, un petit plaisir de chaque instant. Et j'espère aussi que tu as bien bu tout ça, et beaucoup de champagne parce que moi j'adore ça, que tu en as profité pour te ressourcer pour commencer cette nouvelle année 2023 en pleine forme. Moi c'est ce que j'ai fait, ça m'a fait énormément de bien. J'en profite pour te souhaiter beaucoup d'amour évidemment parce qu'on n'est pas sur ce podcast pour rien. Et je te souhaite aussi que tout ce dont tu as envie, tout ce que tu souhaites dans cette nouvelle année puisse se réaliser. Moi, je suis très heureuse de te retrouver pour le premier épisode de cette année et on démarre avec un sujet que vous avez choisi par un sondage Instagram. Donc c'était assez serré entre deux sujets, donc celui que je vais aborder aujourd'hui et l'autre sujet qui était la rupture amoureuse, mais du coup ce sera pour une prochaine fois. Donc il y aura d'abord un épisode avec un invité, puis celui sur la rupture amoureuse. Donc si ça t'intéresse, tu sais que ce sujet arrive bientôt. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs quel format vous préférez. Le format avec invité qui je vois a beaucoup plu puisqu'il a eu du coup plus d'écoute. C'est l'épisode le plus écouté, donc merci à Marc d'avoir été mon premier invité, d'avoir joué le jeu. Et j'ai hâte de recevoir de nouvelles personnes très bientôt. On va commencer du coup tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. Cache pistache, c'est parti. Je suis dépendante affective. C'est le constat que j'ai pu faire pendant cette année 2022. Bon, j'en avais déjà un peu pris conscience il y a un petit moment quand même. Mais j'avoue, je l'avais mis dans un petit recoin de ma tête parce que je voulais pas trop me l'admettre, j'avais pas trop envie de m'y confronter et j'ai préféré faire ce que je sais faire de mieux, savoir fuir les choses qui ne m'arrangent que trop peu. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais c'est vrai que des fois quand certaines choses sont trop difficiles à admettre pour le moment, bah on a tendance à mettre ça sous un petit coin du tapis, puis on verra bien après quand on aura envie de soulever ce tapis. Oui, j'adore les images, voilà. Mais oui, c'est pas très glorieux, c'est pas hyper glorieux, mais c'est pour l'instant ma réalité. Ça peut changer, ça va changer, mais ça fait partie de ma réalité. Donc il faut que je l'accepte. J'ai mis du temps, mais cette année, j'ai pu dire cette phrase et j'ai pu commencer à l'accepter petit à petit et à faire la paix un petit peu plus avec cette part de moi qui n'était pas celle avec laquelle j'avais le plus d'affinité. On va dire ça comme ça. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler et je trouve à tort ou à raison, en fait, un peu d'ailleurs comme d'autres concepts comme le pervers narcissique qu'on nous sert à toutes les sauces. En vrai, ça veut dire quoi exactement ? Être dépendant affectif, parce que je pense que je ne suis pas la seule à m'être posé cette question et que je pense que plusieurs d'entre vous et que peut-être toi, tu ne sais pas ce que ça signifie qu'être dépendant affectif. Et du coup, vous me connaissez maintenant, je suis allée chercher une petite définition des familles pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, être dépendant affectif, c'est du coup lorsqu'un individu cherche l'amour et l'estime de soi en dépendant des autres et de l'approbation et du jugement de l'autre. Voilà, ça résume à peu près tout. C'est quand tu cherches de l'amour et de l'estime de toi à l'extérieur plutôt que de le trouver à l'intérieur. Je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître facilement là-dedans. Bienvenue au club des dépendants affectifs, donc. J'ai un peu l'impression d'être à une réunion des alcooliques anonymes ou de me confesser aussi un petit peu, c'est au choix. Tu choisis ce qui t'arrange, mais du coup, comme une réunion de dépendants affectifs, du coup, anonyme, plus trop anonyme, puisque du coup, je suis pas si anonyme que ça. Je vais te raconter un petit peu mon parcours de dépendante affective, parce que je ne suis pas ni psychologue, ni habilitée pour vous donner des conseils, mais je peux parler de mon expérience et de ce que j'ai vécu et de comment je le vis, et que peut-être que du coup, ça pourra faire écho à certains d'entre vous. Il y a des choses qui, heureusement, ont évolué du coup sur ce chemin et sur ce parcours depuis le temps. Il y en a d'autres qui sont pas encore ouf, mais j'y travaille petit à petit, et ça prend du temps. Ça, c'est sûr, ça prend du temps. Parce que je me suis pas toujours aimée, je vais même être plus honnête, quand j'étais ado et surtout au collège, je m'aimais pas. Hein, je me trouvais moche, pas adéquate. J'avais pas le style à la mode, j'avais pas de grande sœur ou de grand frère pour m'apprendre les codes, pour être acceptée dans cette jungle qu'est le collège. Et du coup, moi, j'arrive au collège, j'ai 10 ans parce que j'ai sauté une classe, donc je suis un petit bébé avec mon gros cartable rose. Et j'ai connu donc un phénomène dont on se passerait bien, mais que beaucoup d'adolescents ont connu, et je suis absolument pas la seule dans ce cas-là, je le sais.
C'est donc le harcèlement scolaire qu'on adore, mais ça a évidemment du coup remis, même bien remis en question le peu d'estime que j'avais pour ma personne. Hein. C'est comme si t'étais un pot de fleurs, pas étanche, en gros, t'as déjà des petits trous, mais ça passe, tu fonctionnes quoi à peu près, ta plante elle reste en vie, mais du coup que t'as beau le remplir, bah il se vide à chaque fois en fait, donc c'est pas très pratique quand même. Du coup, à cette période-là, j'ai aussi infligé des choses à mon corps dont je suis pas très très fière, pour faire comme les autres, pour être acceptée. J'ai même laissé faire du harcèlement, à savoir que j'étais du coup dans des groupes qui harcelaient d'autres personnes et que je laissais ces comportements être faits pour ne pas être la cible. C'est terrible comme constat, mais c'est la vérité, et donc c'est une partie de mon passé avec laquelle je dois faire la paix. Non, c'est un peu terrible d'en arriver là, mais c'est la vérité. Je pense qu'on est beaucoup à avoir subi du harcèlement et à s'être retrouvé dans cette situation, à du coup passer la barrière de pour éviter d'être le bouc émissaire, et ben du coup, vaut mieux que ce harcèlement se dirige vers quelqu'un d'autre. C'est affreux, hein. Vraiment, en le disant, j'en ai conscience, mais voilà, on est pas très intelligent quand on est au collège, on fréquente des gens qui sont pas forcément très intéressants, et du coup, on en vient à faire des choses qui nous conviennent pas. Voilà, je supportais pas trop qu'on me regarde, j'avais l'impression qu'on me jugeait constamment et qu'on allait se moquer de moi en fait. Je pouvais pas traverser la cour du collège et encore pire, la cour du lycée toute seule qui était immense d'ailleurs et on devait faire 10 000 kilomètres. Je sais pas, je trouvais ça terrible de me retrouver toute seule et encore moins manger seule à la cantine, c'était la honte absolue. Hein, à l'époque, c'était fou. C'est à cette époque que j'ai découvert du coup la méchanceté, le jugement gratuit, et j'y accordais vraiment beaucoup d'importance, vraiment énormément d'importance, beaucoup trop. Pourtant j'étais pas une petite fille, donc c'est-à-dire à l'école primaire, j'étais pas une petite fille complexée particulièrement, je me trouvais ni moche ni belle, mais cette période de ma vie, qui est le collège, qui est une période de grande transformation pour plein de personnes, est venue remettre vraiment tout ça en question en fait. Fallait que j'ai le Eastpak à la mode, que j'ai des vraies Converse de la vraie marque, des culottes Freegun. Est-ce qu'on peut parler de ça 2 secondes, s'il vous plaît? C'était vraiment immonde. Pourquoi avons-nous fait ça, s'il vous plaît? Enfin, il y a des choses de la mode qu'il faut arrêter de faire. Enfin, j'avais pas des leggings, des slims de couleur, du fuchsia notamment, parce que j'avais une passion pour cette couleur. Et le vert pomme, voilà. Vous savez tout. Bref, vous l'aurez compris, c'était pas vraiment, franchement, la meilleure période de ma vie. Hein. J'ai connu mes premiers gros râteaux par des gros cons, hein, on va employer les termes, qui étaient les bad boys populaires du collège, qui se sont bien foutus de ma gueule. Bref, sombre histoire qui, encore une fois, n'a pas aidé dans ma quête d'amour de soi. Après, c'est vrai que si on parle d'estime et d'amour de soi, c'est des choses qui se construisent dans l'enfance, et c'est vrai que quand on n'a pas été regardé, ou quand on s'est pas senti aimé, pour ce qu'on était, c'est difficile ensuite de se construire et de faire face au regard des autres, parce que du coup on va toujours chercher l'approbation de l'autre, on va vouloir combler ce vide qu'on a à l'intérieur, et du coup moi mon estime de moi elle était proche du néant, je cherchais à combler ce vide, notamment en tombant amoureuse du premier qui allait me donner un petit peu d'attention, même si je le trouvais des fois pas forcément à mon goût, que ce soit physiquement ou mentalement, s'il cochait déjà quelques cases, c'était pas mal, et je me contenterais de vraiment très 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 peu. En gros, mon premier vrai copain à l'adolescence, c'était un jeune garçon plutôt respectueux et gentil, mais on avait vraiment franchement rien en commun. Après, je dis pas qu'il faille trouver un clone de sa personne, mais que quand même, un minimum d'affinité quoi. Lui, il aimait le métal, pas moi, du coup j'ai commencé à en écouter pour lui plaire et lui faire plaisir. Bref, un ado classique, mais rien de foufou quoi. Et je m'ennuyais fort, mais vu que j'avais un peu d'attention, je restais. Je suis restée 3 ans dans cette relation qui me convenait, ma foi, que très peu, parce que je vais être honnête. L'attention qui me manquait, j'ai fini par commencer à aller la chercher ailleurs. Et j'y suis évidemment tombée dans le piège d'un Don Juan aux yeux bleus qui m'avait fait son numéro. Et bien sûr que j'ai plongé la tête la première. Attendez, je le trouvais beau comme un dieu. J'ai même plongé les 2 pieds dedans, quoi. Enfin, forcément, je me trouvais pas une jeune femme incroyable. J'étais déjà flattée qui m'accorde un peu d'attention. Donc forcément, aveuglée comme j'étais, je suis tombée dans le piège, quoi. Et ça m'a fait aussi un petit peu la même chose au bout d'1 an aussi dans ma relation suivante où
C'était rien de fou, c'était juste du flirt avec une autre personne, j'ai pas trompé cette personne. En fait, je m'ennuyais en fait et j'avais pas l'attention que je souhaitais dans cette relation, donc je suis allée la chercher ailleurs parce que qui dit dépendant affectif veut dire que t'as des attentes tellement hautes que personne ne pourra jamais les combler et que tu vas en vouloir aux autres, alors qu'en vrai ils auront beau faire tous les efforts du monde, tu seras toujours en insécurité. Parce que, en fait, t'as différents signes, en fait, d'intensité, suivant les personnes, etc. Mais il y a quand même des signes qui traduisent un peu de si tu es dépendant affectif ou pas. Et déjà, évidemment, il y a une peur de l'abandon, qui existe. Et tu vas toujours avoir peur que l'autre parte. Tu vas créer des scénarios pour mettre en scène le fait que l'autre personne puisse partir. Évidemment, ça va entraîner de la jalousie excessive. Ça, j'ai vraiment connu, c'est terrible. Le stalking, c'est mal, je le dis. Après, des fois, c'est justifié, mais c'est vrai que oui, en fait, t'as tellement pas confiance en toi que la personne va parler à une autre personne tout de suite. Ça va venir taper dans ta blessure, quoi. Et ça peut aller jusqu'à une incapacité de prendre tes propres décisions toute seule. Tu vas toujours attendre l'approbation de l'autre ou des autres, parce que du coup, la dépendance affective, ça se joue aussi pas que dans le couple, mais dans toutes tes relations amicales aussi, etc. Avoir un manque d'estime de soi, ne pas s'aimer, ça peut aller jusque de l'anxiété et de la dépression, surtout lors de ruptures. Parce que là, du coup, t'as l'impression que le monde s'effondre autour de toi. Et certains comportements compulsifs. Alors moi, ça n'arrive pas jusque-là, j'ai pas connu ça, enfin, j'ai pas l'impression. Mais il y a beaucoup de ces signes que j'ai connus et que je peux même connaître encore. Ça peut m'arriver d'être jalouse. Après, il y a des degrés, voilà. Mais voilà, j'en venais à faire des dingueries, à checker les conversations de l'autre sur son portable dans son dos, vraiment à faire des trucs dont je suis pas du tout fière. Enfin voilà, j'étais dans un point du stalking fort, quoi. Alors après, déjà, en avoir conscience, c'est une bonne chose, parce que ça permet petit à petit de se rendre compte quand on retombe dans ces schémas-là, ou quand on agit et quand on accepte des choses qui nous conviennent absolument pas parce que on est enclin à cette dépendance-là. Je pense que pour apprendre à s'aimer, c'est déjà apprendre à savoir quels sont nos besoins, et déjà apprendre à se respecter et arrêter de quémander de l'amour à des personnes qui s'en battent les ovaires de toi, quoi. C'est très cathartique pour moi parce que comme ça je pose aussi des intentions à mon cerveau pour continuer d'appliquer ce que je suis en train de raconter, parce que c'est pas toujours évident, Même encore maintenant, pour moi, c'est vraiment pas évident. Pour ajouter à ce que j'étais en train de dire sur les signes de la dépendance affective, etc., c'est aussi que les besoins des autres, en fait, vont devenir les nôtres. On va les copier, on va commencer à aimer ou faire des choses pour l'autre, et on va même arriver à penser et se persuader que ce sont nos propres besoins, mais ça fonctionne absolument pas en fait, et c'est même pire. Et souvent, en plus, les personnes qui sont enclins à la dépendance affective attirent à elles des personnes qui sont manipulatrices et qui vont se servir de ta blessure et l'utiliser à leur avantage. Alors après, tout le chemin et toute la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que tu laisses ces personnes se servir de toi, et que ces personnes, elles vont te traiter comme tu acceptes que l'on te traite. Et ça, quand tu t'en rends compte et quand tu te rends compte parce que guérir aussi de ces blessures, c'est accepter de prendre la responsabilité du rôle qu'on a joué dans sa propre souffrance. Et ça, c'est pas toujours évident, en fait, d'arrêter de remettre la faute sur les autres et de se dire, oui, mais ces personnes-là, je les ai quand même attirées à moi. Alors oui, elles avaient pas à faire ce qu'elles avaient à faire, mais je me suis laissée influencer ou manipuler par ces personnes-là, et maintenant je suis en capacité de ne plus le faire. Donc d'essayer d'éviter de retomber dans ces schémas-là. Pour vous parler de l'histoire qui m'a le plus marquée, qui est une histoire amicale, quand j'étais étudiante, du coup, j'avais 17-18 ans quand j'ai rencontré cette personne. J'arrivais dans une nouvelle grande ville, encore une fois, j'étais assez jeune, j'étais plutôt influençable, ça peut m'arriver de l'être encore maintenant, mais moins, heureusement. Mais voilà, je pensais que cette personne était quelqu'un de plus intéressant que moi, plus intelligente que moi, et du coup je me dis, et puis elle était un petit peu plus âgée que moi, donc je me disais que forcément cette personne savait plus de choses que moi, et donc il fallait
fallait que je lui fasse confiance. Mais je lui ai laissé une grande place et c'est une personne qui était très très néfaste pour moi, qui était très toxique pour moi et qui me conseillait de faire des choses. Puis quand je faisais ces choses, elle me critiquait dans mon dos. Et vraiment, c'était quelque chose d'assez malsain comme ça où en fait, je me rendais compte que moi, c'était quelqu'un qui comptait vraiment pour moi et qu'en fait, pour elle, pour elle, c'était pas forcément réciproque ou enfin, du moins, moi, je considère pas que critiquer ses potes dans son dos, c'est pas ça l'amour. Et que voilà, elle m'avait incité à lancer certains de mes projets, etc. Mais que quand je l'ai fait, ensuite elle allait les critiquer derrière moi, et ça je l'ai appris plus tard, qu'elle me faisait passer pour quelqu'un que je n'étais pas, et en fait elle se faisait passer pour moi, dans un sens. Enfin en tout cas elle se servait de mes qualités pour se les attribuer, pour se faire passer pour quelqu'un de bien, alors qu'en fait si je n'étais pas là, cette personne n'avait plus trop d'amis en fait. Et du coup, c'était aussi ça dans la relation amoureuse que j'avais à ce moment-là, c'est que c'était quelqu'un qui était aussi qui pouvait avoir des comportements manipulateurs et qui du coup se servait de moi quoi. C'est horrible. Mais c'est vrai. Voilà, et c'est des personnes qui avaient pris beaucoup de place dans ma vie, et cette personne-là était devenue quasiment ma seule amie à cette époque, enfin en tout cas la personne avec qui je passais le plus clair de mon temps, quand en fait cette personne a décidé de se produire, enfin elle voyait qu'en fait l'emprise qu'elle avait sur moi ne fonctionnait plus, elle allait la créer ailleurs, et du coup moi je me suis sentie très seule à ce moment-là, et je comprenais pas pourquoi elle voulait plus être ma pote quoi, enfin pourquoi on passait plus de temps ensemble alors qu'elle passait du temps avec ces personnes-là, pourquoi d'un coup, enfin je sais pas, on était censés être proches, elle me confiait plus rien, j'étais un peu désemparée, je me disais que c'était moi qui avais un problème évidemment, parce que quand on est dépendant affectif, on se remet toujours en question en se disant que forcément c'est nous qui avons fait quelque chose de mal, et que vraiment c'était une période très difficile pour moi, parce que sortir de l'emprise de quelqu'un quand on est dépendant affectif, tu te dis que forcément cette personne a peut-être raison, que sans elle t'es rien, que c'est difficile à dire quand même de poser ces mots-là, et c'est ce que j'ai vécu, et c'est pour ça que je le partage, parce que je me dis que si ça peut aider d'autres personnes, moi j'aurais aimé qu'on puisse me faire prendre conscience. Et puis en plus, voilà, quelque chose de hyper important, c'est que beaucoup de personnes de mon entourage me disaient que cette personne était toxique, et pareil pour ma relation, tout le monde me disait mais meuf, qu'est-ce que tu fais, enfin, il y a un moment, respecte-toi. Oui, les gens autour de moi me disaient mais qu'est-ce que tu fais, tu vois pas que cette personne n'est pas bonne pour toi. Du coup, ça va aussi avec le fait de la volonté d'être une bonne personne, de chercher à être la personne parfaite, l'amie parfaite, infaillible, qui est toujours là quand on a besoin, qui des fois précède même les besoins des autres, et que ce soit l'ami ou en couple, franchement, je cherchais vraiment à être une personne parfaite. Spoiler alerte, c'est impossible, en fait. Pour qu'on m'aime, j'étais capable de faire tout et n'importe quoi. Aussi, autre petite anecdote de la honte par rapport à ça, c'est que avant, dans le métro, oh, j'ai tellement honte de raconter ça, mais tant pis, c'est vrai, faut que j'en parle. On va pas parler je vais pas vous raconter un livre, je vous parle de ce que j'ai vécu et de comment je l'ai vécu. C'est ça qui, je pense, est intéressant. C'est que donc avant, dans le métro, j'étais persuadée, non mais c'est grave, que les gens me regardaient, qu'ils me jugeaient, que dès qu'on me regardait, c'était forcément que j'étais moche, que j'étais mal habillée. Pour moi, c'était impossible qu'on me regarde, parce que peut-être que les personnes me trouvaient jolie, ou que peut-être que j'étais bien habillée. C'était que forcément on me regardait parce que j'étais moche, mal sapée, que j'avais peut-être une crotte de nez dans le nez. C'était forcément des choses négatives. Et dans la rue, pareil, encore une fois, je pensais qu'on me regardait, qu'on me jugeait continuellement, en fait, parce que c'est ce que je faisais avec moi, et j'ai compris au bout d'un moment que je n'étais pas le centre du monde, et que Jean-Claude s'en fiche de ma tenue, et qu'il pense sûrement au dernier match de la Coupe du Monde, et que Jean-Claudine, elle pense peut-être à son gratin dauphinote ce soir, quoi. Du coup, la leçon que j'ai apprise aussi au fur et à mesure du temps, parce que du coup je m'efforçais d'être une personne impeccable en toutes circonstances, pour qu'on ne puisse pas me critiquer et me juger. C'est horrible. Tu passes une énergie là-dedans qui est folle. Et du coup, j'en ai tiré la conclusion que sois celle que tu as envie d'être, en fait. C'est tout con, et j'ai encore du mal à l'appliquer, mais n'essaye pas d'être celle que tu crois que les autres attendent que tu sois. Parce que tu seras pas heureuse, on va pas t'aimer plus, et c'est pas toi, quoi. Faut faire les choses pour soi avant tout.
Le but n'est pas d'être égocentrique et de devenir quelqu'un qui ne peut pas penser aux autres. C'est pas le propos, mais c'est que si toi t'es pas bien avec toi, forcément ça va influer sur ta relation avec les autres. Et surtout, de pas accepter de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, de pas se forcer, parce que si tu le fais, on ne t'aimera pas plus. Voilà. C'est que faut se poser la question de est-ce que je fais cette chose parce que j'ai envie de le faire, est-ce que ça me fait plaisir de donner de ma personne, de donner du temps à cette personne, de rendre service, ou est-ce que je le fais parce que sinon j'ai peur on m'aime plus, quoi, que on m'aime moins, que on se dise ah là là, tu te rends compte, Clélia, elle a refusé de m'aider, quelle connasse, quoi. Non, c'est pas ça le truc. On va parler franchement. On demande aux autres, aux personnes qui nous entourent, de nous donner des compliments, de nous donner de la tendresse, mais est-ce que, de nous écouter aussi. Mais est-ce que par exemple moi je me donne des compliments ? Est-ce que je me donne de la tendresse ? Est-ce que moi je m'écoute ? Et est-ce que je me trouve beau ou belle ? Est-ce que j'aime l'image que je renvoie ? Est-ce que toi t'aimes l'image que tu renvoies de toi ? C'est ça en fait le plus important. Est-ce que toi t'aimes ta vie ? Est-ce que t'aimes ce que t'es en train de faire ? Est-ce que t'aimes ce que tu renvoies ? Est-ce que t'es en accord en fait avec tes valeurs, avec les choses qui sont importantes pour toi? Est-ce que tu y trouves ton compte? Parce que déjà, souvent, faut peut-être commencer par savoir qu'est-ce que t'aimes vraiment. C'est quoi les personnes qui t'inspirent? C'est quoi tes passions? C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi? Qu'est-ce que t'as envie? Quel humain t'as envie d'être dans ce monde, en fait? De pas se dire, si je dis ça, on m'aimera pas. Si je pense telle chose, on m'aimera pas. Parce que à partir de ce moment-là, tu te renies, tu te dénigres, et c'est une spirale un peu infernale. Et j'avoue, je pense que je me censure encore un petit peu. Par exemple, par rapport à ma première relation, là, dont je vous ai parlé, que une des raisons où je me suis dit, ma pauvre fille, tu fais quoi avec ce gadjo? C'est que sa famille tenait des propos racistes au repas de famille, et que je suis partie me cacher pour pleurer dans les toilettes parce que je me disais, mais où je suis? En fait, c'est pas du tout ce que je veux, mais je restais dans quelque chose qui ne me correspondait pas, alors que j'aurais pu le quitter, mais je pensais que je trouverais personne d'autre après. Je me disais que c'était déjà mieux que rien, que, en fait, mal, c'était mieux que le vide. Et ouais. Mais en fait, c'est faux, quoi. Enfin, c'est terrible, en fait, d'avoir des pensées limitantes, en fait, parce qu'on se crée nous-mêmes des croyances en se disant qu'on mérite pas d'être aimé à notre juste valeur, et tout un tas d'autres croyances qui nous appartiennent. Mais du coup, pour ça, on en arrive à des situations absolument ubuesques. Enfin, genre vraiment, je me souviens de ce moment-là où je restais dans cette situation alors que je pouvais et j'avais les moyens d'en sortir. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis quand même dit que je ne me renierais plus jamais pour me faire aimer. Bon, c'est pas encore tous les jours au point, hein. Ça m'arrive encore souvent de pas dire ce que je pense, parce que si je le dis, je me dis qu'on m'aimera plus. Ça a pris du temps pour que je me dise, mais en fait, tu mérites pas ça. Enfin, t'es pas une mauvaise personne, à ce que je sache, et pourquoi tu acceptes qu'on te traite de cette manière-là? Parce que, on en revient à ce que je disais, c'est que on a des croyances limitantes, et c'est fou, quoi, en fait, de se dire que c'est difficile, en fait, de s'affirmer, de prendre sa place quand on sait pas trop qui on est, en fait, et du coup, de pas se justifier, en fait, de ressentir ce qu'on ressent, d'assumer, en fait, ce qu'on pense, c'est pas tout le temps évident, en fait. Même si j'aimerais pouvoir me sentir plus libre de dire ce que je pense, et de pas avoir cette peur-là en fond, parce que j'ai vraiment cette peur d'être seule qui me gâche la vie, en fait, et j'ai plus envie de la laisser contrôler ma vie. Récemment encore, j'ai vécu des expériences qui me convenaient pas. Je le savais, hein, je savais pertinemment ce que j'étais en train de faire. Mais je sais pas, en fait, des fois, même si tu commences à connaître ta valeur et à te dire non, je mérite mieux que ça, t'en arrives à douter des fois, ou juste parce que t'es en manque affectif. Voilà. Très clairement, je savais que je me contentais de miettes, quoi. Et des fois, c'est plus fort que moi, parce que là où je vois que je suis encore coincée dans ma dépendance affective, et que je manque d'affection, et que du coup, je suis capable d'accepter beaucoup de choses pour qu'on m'aime bien, et ça, c'est grave. Enfin, c'est grave. Ça me fait chier, en fait, c'est pas que c'est grave, parce qu'en soi rien n'est grave, mais c'est juste que ça me fait chier de
d'accepter encore qu'on me traite mal, qu'on me parle mal et de rien dire des fois et de fermer ma gueule parce que je suis sensible à ça et que j'ai peur de perdre le lien alors que des fois c'est des liens de merde quoi. Enfin, tout ça pour dire que j'ai donc même dit à un garçon que je voyais en début d'année parce que il faut savoir, du coup, quand on est dépendant affectif, on a tendance à... Enfin, j'ai tendance à idéaliser les personnes que je rencontre, à les voir beaucoup plus haut que moi, à me dire que je comprends pas pourquoi ils s'intéressent à moi. En fait, non, enfin, ça suffit de me dénigrer de la sorte. Je mérite qu'on s'intéresse à moi, je mérite tout autant que des personnes que je trouve chambées s'intéressent à moi. Je lui ai donc dit, bref, j'attends pas du 50-50, mais déjà 30% c'est bien, hein. J'ai envie de me foutre des tartes quand je fais des trucs comme ça. Mais non, en fait. Tu es folle, ma vieille, de dire des trucs comme ça. Je tends le bâton pour me faire battre. Et après, je me plains. Donc, faut aussi que je sois cohérente un peu avec ce que je dis. C'est ça, en fait. Un de mes soucis, c'est que j'ai compris beaucoup de choses, mais après, les appliquer, c'est plus compliqué. Il faut pas que tu sois trop dur avec toi et que tu te flagelles dès que t'as pas réussi, dès que t'as encore dit oui à un truc auquel tu voulais dire non. Enfin, c'est ok quoi. Faut juste peut-être des fois pouvoir, si tu peux rectifier le tir après, le faire et aussi se dire que c'est pas grave, tu t'as fait de ton mieux. C'est pas encore parfait, c'est pas encore là où t'as envie d'être, mais que tu fais de ton mieux, quoi. Par rapport au fait que d'idéaliser les personnes que tu rencontres et de les voir comme... là, j'ai une amie qui m'a sorti une métaphore de tu vois la personne comme une grande statue et toi, t'es une petite souris. Et que du coup, t'as envie de te rapprocher de cette grande statue, sauf que de cette grande statue, elle s'approche aussi et elle finit par t'écraser. Voilà, bonne ambiance. Non, mais que c'est aussi ça en fait, c'est que du coup, tu te laisses impressionner par ces gens alors qu'en fait, c'est des humains comme toi et que c'est toi qui décides de leur laisser du pouvoir sur ta vie. Et qu'en soi, non, en fait, personne a le pouvoir de te rendre triste, a le pouvoir de juger ta valeur à part toi en fait. Personne n'a ce pouvoir-là, c'est toi qui leur donne ce pouvoir. Et en fait, c'est le but, c'est de reprendre son pouvoir. Ça, c'est un terme que m'a appris ma psy, hein, je ne le sors pas de mon chapeau. Reprendre son pouvoir personnel et de se dire, en fait, non, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis une meuf chambée, je mérite des trucs chouettes et je vais faire en sorte de vivre des trucs chouettes. Une autre amie à moi, parce que j'ai quand même des amis sympas, m'a dit une phrase hyper importante qui m'a vraiment marquée, qui m'a vraiment aidée, voilà. C'est pas toi qui as de la chance de passer du temps avec eux, mais c'est eux qui ont de la chance que tu leur accordes de ton temps, en fait. Voilà, faut voir aussi les choses dans ce sens-là, parce que c'est vrai, t'aurais pu faire toute autre chose plutôt que de voir ces personnes. T'aurais pu faire des choses pour toi que peut-être tu n'as pas faites. Et du coup, s'autoriser à faire ces choses-là. Les petits trucs que j'ai commencé à faire, moi, qui m'ont vraiment aidée et qui m'ont permis de m'apaiser un petit peu avec ça, j'ai commencé à faire des choses toute seule, pour moi, pas attendre que les autres soient disponibles, pas attendre... que ce soit le bon moment, pas attendre de vouloir faire plaisir à quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose, mais de me faire plaisir à moi, à savoir que j'ai commencé à aller au cinéma toute seule, j'y vais souvent toute seule, c'est un de mes moments à moi. Genre j'ai expérimenté, mais au début je pensais pas que c'était quelque chose que j'étais capable de faire. J'ai déjà même mangé au resto toute seule. Pareil, je pensais pas que j'étais capable de faire un truc pareil, parce qu'avant ça aurait été pour la moi du collège-lycée là que je vous ai décrite. Oh, mais ça aurait été... Oh là là, la montagne la plus insurmontable à faire. J'ai appris à dire non, de ne pas aller à des soirées parce que j'étais fatiguée et parce que il fallait que je prenne soin de moi. Tout un tas de petites choses comme ça que tu peux entreprendre et accepter aussi de rompre des liens toxiques. Par exemple, il y a une personne que je voyais plus qui est revenue dans ma vie en me disant elle avait envie de me revoir parce que je lui manquais. MDR, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas de nouvelles. Et en fait, après, avec du recul, au début, j'étais prête à revoir cette personne et je me suis dit, attends, là, non, en fait, qu'est-ce que tu fais ? Et on m'a aidé un petit peu aussi pour me dire, non, meuf, qu'est-ce que tu fais ? Et du coup, ouais, j'ai réussi à dire, voilà, envoyer un simple message et dire à cette personne, en fait, non, je suis désolée, mais je crois que c'est pas bien pour moi qu'on se revoie, moi j'ai pas envie de ça. Je cherche quand même la validation encore beaucoup, qu'on me dise que c'est bien ce que je fais, notamment dans le travail. J'ai pas encore suffisamment confiance en moi pour être satisfaite de ce que je fais, je suis dure avec moi-même. Alors après, c'est une bonne et une mauvaise chose, hein, mais
Mais c'est vrai que j'ai tendance à chercher l'approbation des gens, à ce qu'on me fasse des compliments, à être en recherche de ça, à ce qu'on me dise que c'est bien ce que j'ai fait. Et en fait, si moi je trouve que c'est bien, ben c'est déjà ça, quoi. Et qu'après, si les autres trouvent ça cool, tant mieux. Mais que c'est pas parce que Pierre, Paul ou Jacques va trouver ça nul que du coup ça va remettre toute ma valeur en question et qu'il faut ne plus donner ce pouvoir-là aux autres en fait. D'être satisfait de soi, de faire des choses qui nous plaisent, par exemple ce podcast, bah voilà, si j'avais attendu qu'on me dise que c'est bien et qu'il fallait que je le fasse et que ce soit parfait, bah j'aurais rien fait. Et c'est dommage parce que du coup tu te brides de faire des choses, de t'habiller de certaines manières, ce que tu penses à ce que vont penser les autres. En vrai, viens, on se lâche un peu la grappe et on fait des choses qui nous font kiffer. Enfin, c'est quoi cet accent? Qui nous font kiffer. La vie est trop courte en fait. Et YOLO. Non mais j'ai l'impression que c'est des trucs tout cons que je suis en train de raconter, que je suis pas en train de révolutionner la Terre, hein. Ça c'est sûr, que c'est des choses que tu sais, ça se trouve probablement, et qui pour toi peut-être te semblent normales en plus. Mais sache que si tu rencontres des dépendants affectifs, tout ça, c'est pas des choses très évidentes. En plus, avec les réseaux sociaux, bah c'est encore pire. Parce que moi, en tout cas, j'ai encore plus ce désir de vouloir plaire, d'être acceptée. Je regarde, je fais attention aux likes, je fais attention à qui a réagi à ma story. J'accorde de l'importance à ça alors que je devrais pas en accorder autant, quoi. Et que c'est le cas pour beaucoup d'adolescents et que en soi, c'est une bonne et une mauvaise chose, quoi. Enfin, et que je sais que, bah voilà, à l'époque des selfies, etc., c'est aussi, voilà, l'usage que j'en ai maintenant. Avant, c'était beaucoup ça, je cherchais vraiment... Je peux être encore dans ce désir de plaire et d'être dans la séduction, hein, ça c'est une évidence parce que j'ai envie qu'on me regarde et voilà, hein, je vais pas mytho et dire que non, tout ça, mais c'est aussi pour moi m'accepter plus et me regarder d'un autre œil et de me dire que si je me trouve jolie, ben voilà, j'ai envie de le montrer en fait. Mais après, c'est ça qui est compliqué avec les réseaux, c'est que du coup, dès qu'une photo est moins likée, on va se dire ah bah du coup, c'est que peut-être que je suis moins bien, etc. Enfin, c'est difficile de pas tomber dans des pièges de fou en fait, parce que et de prendre du recul en fait. Surtout, c'est ça, c'est qu'il faut arriver à prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. C'est pas vraiment simple toujours parce que moi, je passe mon temps sur Instagram. Voilà, j'ai une petite addiction à Instagram, je pense comme beaucoup de personnes. Il faut que j'arrive à me détacher de cet objet, à me dire que bah, c'est pas ces personnes-là qui définissent ma valeur, que je suis un être humain avec plein d'autres qualités et que ma valeur ne réside pas que dans mon reflet aussi. Et pareil, tu peux pas plaire à tout le monde en fait, voilà aussi. Enfin, faisons ce constat-là, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pas grave, parce que je ne sais plus qui disait plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. C'est vrai, t'as pas envie de plaire à tout le monde. Un truc qui m'a vachement aidée dans ma quête d'estime de moi et de retrouver confiance en moi et tout. J'avoue que le sport, moi, je l'ai fait plus pour me faire plaisir, pour avoir un corps qui me plaisait avant tout, que je cherche pas à être la plus fit du monde, que j'ai pas une volonté d'être parfaite et de chercher plus, mais juste ça me permet d'être bien dans mon corps, d'avoir compris mon corps, de l'apprivoiser plus, et que ça m'a foncièrement aidée en fait. Donc voilà, de trouver quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, peu importe la passion que c'est. Mais c'est vrai que si t'as un rapport à ton corps qui est compliqué et qui fait que du coup t'as une estime de toi un peu basse, je pense que le sport ça peut être un bon moyen. Parce que très honnêtement, moi maintenant, quand j'en fais pas régulièrement, ça me manque. Parce que ça me permet de me défouler, de me sentir mieux dans ma tête, de sortir de ma tête aussi parce que je pense trop, et aussi parce que j'aime le reflet que je me renvoie en fait. Et que je me trouve plus jolie comme ça, mieux dans mon corps, mieux dans mes baskets, et que quand on est mieux dans ses baskets, on est mieux avec les autres. Mais c'est une phrase hyper bateau, hein, mais quand on est bien avec soi, bah on se sent mieux avec les autres. Voilà, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que si t'es plein de ressentiments, si t'es plein de haine, que ce soit de la haine envers toi ou envers les autres, du coup tu vas être jaloux, tu vas pas être bien, tu vas toi aussi finir par... Enfin tu te critiques tellement que tu vas finir par critiquer les autres, etc. Être dans le jugement, c'est pas la vie qu'on a envie de mener, quoi. Aussi, autre chose de très important que j'ai appris, c'est que tu peux pas demander à l'autre de deviner tes besoins ou tes émotions, ce que tu ressens, que tu peux faire des demandes en fait pour exprimer et être entendu
parce que sinon tu vas être avec du ressentiment, etc. Et que surtout, il faut apprendre à demander, en fait, à dire, écoute, là, j'ai besoin d'être rassurée, je suis désolée, mais là, je me sens pas bien, non, désolée, ça, c'est pas ok pour moi. Ça, c'est se respecter. Ça, c'est prendre du temps pour soi, s'accorder de l'amour, se poser des limites, dire, voilà, non, ça, je suis désolée, j'ai très envie de te faire plaisir, mais ça va pas être ok pour moi, quoi. Donner, c'est très bien, il faut donner un petit peu, mais il faut que déjà ce soit circulaire, quoi. Il faut que tu reçoives tout autant que ce que tu donnes, quoi. Il faut apprendre aussi à recevoir. Parce que du coup, des fois, on se dit que on mérite pas, donc du coup, on s'empêche de recevoir. Alors que finalement, il faut, pour pouvoir bien donner, apprendre à recevoir aussi. Parce que voilà, on peut se perdre à vouloir donner de manière excessive et à être dans le sacrifice, alors que... non, pourquoi cette personne, elle mériterait plus que toi? Pourquoi tu donnerais tout alors que elle te donnerait en retour? Ça a pas de sens. On est d'accord, dit comme ça a pas de sens. Mais des fois, c'est ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, des fois, moi, c'est ce que j'ai fait et ce que je peux faire encore. D'accorder de l'attention à quelqu'un qui m'en donne pas du tout et d'être frustrée, en fait, parce que je vais pas être nourrie. En fait, il faut être nourri pour que ce soit intéressant. Sinon, tu perds de l'énergie, en fait. Tu te draines complètement à perdre de l'énergie avec des personnes qui n'en valent pas la peine, dans des relations qui ne te nourrissent pas, qui ne te font pas du bien, et des personnes aussi qui vont prendre ton énergie, parce que souvent, voilà, les personnes manipulatrices dont j'ai parlé au début, elles sont capables d'utiliser ton énergie parce que tu vas leur donner tellement, qu'ils vont continuer de prendre, et toi, tu vas être asséché. Comme là, moi maintenant, il faut que je boive un peu d'eau. Mais oui, c'est ça, c'est que tu vas puiser dans tes réserves, tu vas donner tout ce que t'as, parce que tu vas être là, mais oui, mais sans, je regarde comme je peux te donner, regarde comme je suis quelqu'un de bien, regarde, surtout ne pars jamais. Mais non, en fait, non, ça suffit. Et si quelque chose me convient pas, je l'exprime, et si je vois pas de changement de la personne, ou un non-respect de mon besoin, je prends mes clics et mes claques, et je me casse. Toi-même, avant tout, tu peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que toi, tu n'appliques pas à toi-même. Et que du coup, je pense que 2023 va m'aider à ça, parce que pour ceux qui croient à la numérologie, voilà, je vais finir sur ce petit sujet un peu plus léger, je suis en année 9, et l'année 9, ça signifie que tu clôtures un cycle de 9 ans, et que tu es un peu face à toi-même, face aux 8 dernières années passées, et que tu remets un petit peu en question tout ce qui s'est passé, tes partenariats, où t'en es, si t'es en couple, est-ce que ton couple te convient? Bon, moi, il se trouve que je suis célibataire, donc déjà, au moins, ça s'est réglé. Mais remettre en question un peu toutes tes relations, où t'en es, qu'est-ce que tu fais, que t'es un peu plus vulnérable et que t'es un peu plus enclin à te remettre en question sur qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis ok avec ce qui se passe dans ma vie maintenant? Oui, non. Est-ce que je peux agir dessus? Oui, non. Et voilà, quoi, et continuer d'avancer. Communiquer, c'est très important. Voilà, communiquer sur vos besoins, sur vos limites. Essayez de vous apporter un maximum d'amour, faire des choses qui vous font du bien, suivre son instinct. Oui, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut que je fasse plus, parce que mon instinct a tout le temps raison. J'ai essayé de lui prouver le contraire, mais il m'a fait comprendre qu'il avait toujours raison. Autre petit mantra pour cette année, si tu es dépendant affectif comme moi, le peu ne comblera jamais le vide. Voilà. Et sur ces paroles très sages, je vais te laisser là-dessus. C'était ma petite réflexion autour de la dépendance affective. Voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Si déjà t'as conscience de ça et de ce comportement-là, c'est déjà incroyable. Je te souhaite de t'apporter beaucoup d'amour. Je vais m'en apporter aussi beaucoup plus cette année. Écoute-toi, vraiment toi seul, tu sais ce dont tu as besoin. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Et surtout, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à mettre une petite note sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, peu importe où tu l'écoutes. N'hésite pas à partager aussi pour que les autres puissent connaître ce podcast. Ça me ferait vraiment plaisir, ça me donne de la force. Et je suis contente de voir que ça vous plaît. Je vais continuer, je vous retrouve très bientôt, donc dans 2 semaines, avec un nouvel invité sur ce podcast. Et je te dis à très vite. Bisous!